Et c'est parti pour les commentaires de la semaine. Alors, je vais même plus vous dire, ça va aller vite, ça va aller lentement, parce que quoi qu'il arrive, ça va lentement, vous le savez. Donc, prenez de quoi boire, de quoi manger, posez-vous, écoutez, et vous allez voir, nous allons passer un excellent moment, hein, comme d'habitude. Bref, c'est parti pour les commentaires de la semaine, et on commence avec la vidéo le Covid différencie les langues, hein, la fameuse vidéo où on se rendait compte qu'en Belgique, en fonction des langues, il pouvait y avoir, par exemple, dans la même école, hein, mais qui enseignait avec les deux langues, les deux principales langues du pays, donc le néerlandais et le français, eh bien, elle pouvait avoir des règles différentes en fonction du Covid et de la langue que vous parlez. Donc, par exemple, là, on parlait des masques, hein. Les enfants néerlandophones devaient porter un masque, je crois, et les enfants francophones ne devaient plus porter de masque. Bref, c'est assez particulier, mais c'est typique à la Belgique et c'est avec ses lois et sa complexité dans sa construction de ses institutions. Mais je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en comprendre davantage. Et nous avons Kogetakat, je crois que ça se dit comme ça, hein, qui nous dit du coup le Covid-19 il est raciste lol. Et je me suis dit que vraiment ce serait un titre qui aurait fait plaisir à Psychodélique. Et que du coup, au final, eh bien, peut-être que je commence à faire des vidéos comme lui, en fait. En tout cas, j'espère avoir la qualité de réflexion qu'il est capable d'avoir sur certains sujets. Donc voilà, bref, ce commentaire m'a fait rire. Je vais absolument vous le partager. Ensuite, oui, parfois ça passe deux fois, je ne sais pas pourquoi, hein. Je sais pas, moi, mes photos ne veulent parfois pas montrer certains commentaires, je comprends, c'est choquant. La rentrée de l'extrême droite, donc l'extrême droite qui critique les professeurs gauchistes, hein. D'ailleurs, ce mot m'a toujours fait rire parce que je trouve que, voilà, c'est un peu... ça veut tout et rien dire parce que gauchiste, quoi, c'est juste être à gauche. Ou alors c'est plus compliqué que ça, bref, c'est un peu de la merde. On a Hervé Masculier qui nous dit « C'était une plaisanterie », car dans l'article, évidemment, nous avons l'extrême droite qui, dans un TikTok, fait beaucoup de plaisanteries. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Et là-dessus, Hervé Masculier nous dit « J'y crois à peu près autant qu'au gouvernement inclusif des talibans. » Et je viens d'admettre que c'est du très bien vu. Puisqu'en effet, quand on voit les talibans, hein, les petits... comment dire, les choses qui se passent et pour lesquelles ils font mais non, c'était une erreur ou c'était pour rire ou non, ça ne se passe... Voilà, on est devenus gentils. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à y croire, même si heureusement la situation géopolitique fait que peut-être qu'ils vont être obligés de maintenir leurs promesses, mais je pense que ça demandera que l'Occident soit à la hauteur. Et l'Occident a souvent déçu, on va dire, dans sa gestion internationale des conflits. Bref, encore un commentaire que je trouvais assez drôle. Je me suis permis de vous le partager. Oh là, mais vous avez vu comment on enchaîne les commentaires? Ça, c'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu dans un commentaire de la semaine. Commentaire suivant, donc sur la vidéo, un prisonnier se fait élire. Donc en Amérique, un prisonnier s'est fait élire. Je pense que c'est dans l'état de Washington. Et alors je sais pas exactement, je pense qu'il s'est fait élire dans, entre guillemets, dans sa mairie, puisque la mairie a un conseil, et je pense que c'est juste ça. Faudrait avoir un peu plus d'infos, parce que je crois qu'il précisait pas dans quoi en particulier il s'est fait élire, mais en tout cas un prisonnier s'est quand même fait élire, et donc il peut en effet prendre des décisions en tant qu'élu, ou en tout cas voter, hein, en tant qu'élu, depuis sa prison. Et donc c'est une avancée qui est intéressante, qu'on soit pour ou contre, c'est quand même vachement intéressant d'y réfléchir et de débattre dessus. Et là-dessus, j'ai trouvé le commentaire de Berek Morgan assez juste en fait. Berek Morgan qui nous dit... D'abord, wait what?
Ce que je peux comprendre, je m'étais dit la même chose. Mon avis, non. Bonne soirée. Et puis il a quand même complété parce que dans, dans sa gentillesse, merci Bérec, c'est gentil. Allez, on va développer l'emprisonnement puni des crimes et délits graves et la privation de droits civiques fait partie intégrante de la peine. Autant le droit de vote ne me choque pas outre mesure en fonction des cas particuliers et ça s'intègre dans une perspective de réhabilitation à la vie active. Autant à mon sens, inéligibilité doit perdurer tant que la peine d'emprisonnement est active pour rendre cette peine réelle. L'emprisonnement, c'est de dire que cette personne est trop dangereuse dans l'état actuel pour vivre parmi des citoyens normaux, donc s'il est inapte à vivre avec vous, il est inapte à vous représenter. Si sa peine est commuée et qu'il est libéré, sous peine d'inéligibilité, la justice considère qu'il a payé sa dette à la société et est donc de nouveau libre de se présenter à des élections s'il remplit les critères légaux, si le poste ne nécessite pas de casier judiciaire vierge. Et pour le coup des jeux de rôle, l'idée est intéressante. Et je trouve que c'est en fait assez juste. Je ne sais pas si, comme je le disais, hein, j'avoue que j'ai pas recherché entre-temps, si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas à la mettre. Mais je ne sais pas si les prisonniers, que ce soit en Belgique ou en France, sont inéligibles. Je sais qu'en tout cas ils peuvent voter hein, pour la plupart, et la plupart ne le savent pas, ou on essaye un maximum de les empêcher par de l'administratif à outrance, ce que je trouve un petit peu honteux, parce que quand tu as un droit, normalement, il n'y a pas de raison qu'on te retire ce droit en faisant en sorte que ce soit le plus complexe possible de l'acquérir. Mais d'un autre côté, ils font la même chose, que ce soit pour le chômage ou quand tu as une société pour les demandes d'aide. Par exemple, les aides Covid, je sais qu'il y a plein de sociétés qui ont galéré à les avoir, etc. etc. Bref, donc, bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Autant pour l'éligibilité, c'est vrai que la question se pose dans le sens où, quand t'es en prison, je suis totalement d'accord, c'est qu'on considère que t'es dangereux. C'est pas juste une punition, normalement. Hein. C'est censé être une façon, en fait, de mettre à l'écart, je vais le dire comme ça, hein, mais des gens qui sont dangereux. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, normalement, les peines d'emprisonnement à perpétuité ne sont pas vouées d'être réellement à perpétuité. Et qu'il y a toujours... alors, je sais qu'en Belgique, c'est comme ça, je sais pas pour la France, pour le coup. Mais en Belgique, même quand tu es enfermé à perpétuité, tu peux toujours demander une libération conditionnelle après un certain temps. Je crois que c'est quand tu as fait les 2 tiers de ta peine. Et perpétuité, je sais plus combien ça vaut, je crois que c'est... je sais plus, je vais dire une connerie si je dis, donc je sais plus. Mais donc, effectivement, quand on est en prison, normalement, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à redevenir un citoyen, quoi. Et devenir un citoyen, on va dire, droit. Alors, avec un passé aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre en prison, à vivre avec son passé, parce que je pense qu'on peut toujours faire un meurtre et le regretter par la suite, ou grandir, entre guillemets, je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais tous les prisonniers ne sont pas des malades mentaux qui forcément, une fois qu'ils ont tué, vont tuer toute leur vie. Je pense que c'est même plutôt le contraire, je pense que la plupart des gens qui sont en prison sont des gens qui sont enfin je vais le dire comme vous et moi quoi, mais qui ont peut-être eu des chemins différents, des situations différentes. C'est très difficile de juger comme ça, mais bon. Et du coup, mais malgré ça, je pense que le fait de les rendre inéligibles tant qu'ils sont en prison, c'est parce qu'on considère effectivement qu'ils n'ont pas été des citoyens corrects et qu'ils doivent réapprendre à comment être un bon citoyen. Alors, enfin voilà, j'aime pas ce terme bon citoyen parce que ça fait comme si on avait des bons et des mauvais citoyens. Or pour moi, à partir du moment où t'es un citoyen, normalement justement, enfin, par définition, t'es censé être un bon citoyen. Sinon, justement, on essaye en fait, de te rapprendre à vivre dans la société, en fait. Avec tes pairs, avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec toi, avec des gens qui vont peut-être être plus riches que toi ou plus pauvres que toi, hein. Parce que je veux dire, les prisonniers qui y sont pour de la fraude à grande échelle ou quoi, ben ça, c'est typiquement en prison, normalement, on devrait un peu les faire retomber sur terre, à mon sens, hein, et leur apprendre que la vie, ce n'est pas que vivre dans des hôtels de luxe 4 étoiles, et que donc bah, la vie, ça peut être aussi ultra galérien. Bref, voilà, des trucs comme ça, mais je veux dire, ça va dans tous les sens, quoi. Et donc, du coup, effectivement, ce critère d'inéligibilité quand on est en prison, je le trouve assez sensé. Maintenant, je suppose qu'il y a des arguments contre, hein, et qui vont être
contre le critère d'inéligibilité, c'est comme ça que je l'entends. Et je serais ravi de les entendre hein, et de débattre. Mais je trouve qu'en tout cas, ici, jusqu'à présent, cet argument me semble tenir debout et plutôt logique, jusqu'à preuve du contraire. Et les jeux de rôle, effectivement, je trouve ça vraiment cool. Moi, j'ai encore fait des jeux de société hier soir, avec des potes, figurez-vous. Et vraiment, quand je joue à ces jeux, parfois je me dis, mais putain, c'est vrai qu'il y a de ces jeux comme ça qui poussent la créativité, mais je trouve que les jeux ont parfois un rôle assez intéressant parce qu'ils poussent certaines facultés plus que d'autres. Et donc il y a des gens qui vont être meilleurs, c'est un peu comme les jeux vidéo d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui vont être meilleurs en jeu de gestion, d'autres qui vont être meilleurs en jeu de rôle, etc., etc. Et je trouve que du coup, dans les prisons, c'est vrai qu'il faut peut-être ramener un petit peu plus ces jeux. Parce que tant qu'à faire, ces gens, de toute façon, ils s'emmerdent en prison. Donc, plutôt que de rien glander, ou parce que je veux dire, c'est bien d'étudier, par exemple, hein, puisqu'on laisse la possibilité en général aux prisonniers d'étudier, de pouvoir faire des diplômes, etc. Mais c'est bien, mais tout le monde n'en a pas forcément envie, ou tout le monde n'en a pas forcément la confiance en soi pour se dire bah, je peux réussir des études, ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la tête des gens. Et je pense que les jeux de société, et en l'occurrence ici on parle plus spécifiquement des jeux de rôle, pourraient aider ces gens à grandir en fait, et à évoluer, tout simplement. Quand j'entends grandir, j'entends évoluer, hein. C'est pas du tout péjoratif évidemment, ou condescendant. C'est vraiment dans un sens général et plus large, dans le sens grandir intérieurement quoi. Je pense que vous me comprenez. Bref, commentaire, ma foi très intéressant. On continue, hein, les études des femmes selon les talibans. Comme je vous le disais, on va surveiller ça d'assez près, je crois, sur cette chaîne. En plus, dès 2022, il y a quand même les élections. On verra un peu comment ça se déroulera, mais ça pourra être intéressant enfin, on va forcément en parler. Bref. Second Wind qui nous dit, alors chez nous c'est plutôt le centre droit qui veut accepter les immigrés formés. La gauche reproche plutôt à l'État de siphonner les talents des autres pays par l'immigration choisie et qu'on ne devrait pas accueillir les étrangers formés pour leur permettre d'enrichir leur pays, ou ceux qui les accepteront. Et je trouvais ça, déjà je trouve ça hyper intéressant, parce que moi c'est vrai que j'avais pas vraiment cette vision-là. Je me considère de gauche, mais j'ai pas forcément cette vision-là de l'immigration. Et c'est vrai que ça paraît, bah oui, enfin voilà, je comprends la logique derrière et je comprends, et ça me semble être effectivement une logique de gauche. Et je veux dire, ce serait pas étonnant d'entendre la gauche parler de ça effectivement et de ce vol des élites dans les autres pays. Et donc, ouais, ça m'étonne pas, même si je ne le savais pas, ça m'étonne pas que la gauche puisse penser ça. Et Second Wind qui rajoute, j'écoutais une série de vidéos d'Usul, le parti socialiste n'est pas de gauche pour lui et le parti communiste non plus. Donc bon, il y a plus grand monde de gauche avec les critères modernes. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve d'assez intéressant et je pense que j'avais envie de m'étendre un petit peu dessus, sur le fameux critère de gauche. Qu'est-ce que la gauche finalement ? Et pour moi, le flou qui est autour de la gauche, parce que déjà il y a de plus en plus de gauches différentes, en fait, je crois même pas qu'il y en a de plus en plus, c'est juste que les gens en ce moment se cherchent énormément, essayent de se retrouver dans des idées ou des valeurs qui sont communes avec des partis ou autres. Et du coup, forcément, en fait, ils vont voir les concepts alternatifs, ils vont voir les choses qui, par le passé, ont existé et qui n'existent plus, par exemple. Et donc, c'est pour ça, en fait, c'est pas que tout à coup, la gauche se diversifie alors qu'avant, il y avait une seule gauche. C'est vraiment juste que les gens cherchent, et je pense que c'est la même chose d'ailleurs à droite, où les gens, on voit qu'ils vont vers l'extrême droite, mais parce que je pense aussi que, justement, il y a un flou sur ce qu'est devenu la droite. Mais j'aimerais surtout partir sur la gauche parce que pour moi, en fait, c'est vrai que par exemple, ça me fait beaucoup rire parce que Usul, effectivement, pour lui, il y a un peu cette impression que pour lui, et moi, enfin voilà, ça me fait rire parce que bah, quand je l'entends, j'ai l'impression que lui-même, il a conscience de ça et que lui-même en rit parfois. C'est qu'il y a sa gauche à lui et puis le reste, c'est pas de la gauche. Et c'est pour ça que quand il dit « Oh, les fachos là-bas », ça me fait rire parce que, voilà, pour moi, c'est... En fait, pour lui, les fachos valent pas mieux que la droite, qui ne valent pas mieux... Enfin,
Personne ne vaut mieux que finalement un peu son idéal de gauche. Et bon, et en fait, moi je crois que tant qu'il en a conscience et que justement, et qu'il ne devient pas comme il avait pu l'être quand il était légèrement alcoolisé un soir là, et qu'il ne devient pas con, on va dire, hein, eh bien ça va. Enfin, je pense que c'est pas grave. En fait, je pense que c'est pas grave d'avoir des idées tranchées à partir du moment où on sait qu'on a des idées tranchées et qu'on est capable de les remettre en question aussi. Et ça, je pense que c'est important. Et pour moi, Usul, alors voilà, moi je le connais pas personnellement, je le répète encore, hein, mais Usul pour moi, j'ai l'impression qu'il arrive quand même à remettre en question ses idées et à avoir en tout cas une discussion par rapport à ces sujets. Maintenant, justement, on va un peu se focaliser sur la gauche en général, et c'est vrai qu'en fait aujourd'hui, je trouve que la gauche est devenue très très floue, parce que par exemple le Parti Socialiste, je sais qu'en Belgique, ben, moi je me considère de gauche, mais je m'y retrouve vraiment pas beaucoup dedans, par exemple. Je trouve que c'est... Allez, ça paraît effectivement un peu trop à... Comment dire, on dirait qu'ils ont le cul entre deux chaises comme ça. Et c'est ça qui, pour moi, hein, est un des grands échecs des partis de gauche, je vais dire du 21e siècle, on va faire un peu... on va faire un peu les grands penseurs. Mais effectivement, j'ai vraiment cette impression que, ben en fait, on est dans une société de droite, hein, capitaliste. Et en fait, la gauche traditionnelle ne sait pas trop où se placer par rapport à cette droite capitaliste. En fait, je pense qu'ils ont conscience que le capitalisme, c'est cool, mais d'un autre côté, ben, en fait, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui bug, mais ils osent pas aller à fond dans leurs idées pour que ça bug plus. C'est un peu, je dirais, la gauche du compromis, quoi. C'est... ouais, ok, on trouve qu'il faut pas agresser les chômeurs, mais d'un autre côté, le capitalisme fonctionne grâce à ça, donc on va faire en sorte que ce soit un peu moins fort, quoi. Et je pense que c'est ça qui nuit beaucoup, d'ailleurs, au parti de gauche, c'est que, bah, en fait, je pense que les gens considèrent qu'aujourd'hui, on est trop à droite, enfin, je généralise, je sais, hein, mais c'est ma vision. Je pense que beaucoup de gens pensent qu'on est trop à droite, qu'ils aimeraient revenir à des choses un peu plus sociales, et en tout cas remettre en question la droite. Et quand je dis remettre en question, c'est même s'interroger, est-ce que on est trop à droite ou pas? Et que le problème, c'est que eh bien, les partis de droite n'osent pas en fait aller à gauche parce que en fait, ils sont dans le système qu'ils aiment. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un espèce d'aveuglement par rapport à ce système où, du coup, comme ils sont dans le système qu'ils aiment, ils veulent pas le lâcher, quoi. Et ils veulent pas l'affaiblir. Et donc, ils se disent, ah mais putain, il faut absolument qu'on ne lâche rien et qu'on perdure dans ce système. Et quitte à laisser tomber deux, trois trucs anecdotiques, des détails, mais on doit perdurer. Et la gauche traditionnelle, en fait, pareil, elle a peur un peu de remettre en question profondément ce capitalisme et se dit bon, c'est cool, mais nous on est là justement, voilà, on est là pour dire à la droite, voilà, ce geste-là, il serait cool. Ce geste-là, on peut l'accepter sans mettre le capitalisme en danger. Or, je pense que c'est important de mettre le capitalisme en danger parce que c'est ça qui va le faire grandir. Tout comme si on était dans un système communiste, je pense que mettre le système communiste en danger ferait grandir ce système, en fait. Et c'est pour ça, en fait, quand on écoute les gens, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, il y a quand même des questions sociales qui sont hyper importantes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'extrême droite, je trouve ça assez malhonnête. C'est que, voilà, quand on parle par exemple de la neutralité des professeurs, qui est un vrai sujet, qui pourrait être un débat en fait, eh bien l'extrême droite, elle dit non, le problème, c'est pas que les profs doivent être neutres, c'est qu'ils sont de gauche. Et ils se basent absolument sur rien, c'est des affirmations, ils montrent ça avec une assurance totale, hein, qui en fait va abattre forcément n'importe qui. Parce que, allez, si vous me dites par exemple, allez, même ça, les profs sont de droite, je vous dirais, oh quand même, oh,
on va un peu se calmer, c'est pas si simple, il y en a forcément qui sont de droite, mais quand même, il y en a beaucoup qui sont de gauche, il y a des syndicats, etc. Et quand vous commencez justement, on va dire, à nuancer, c'est beaucoup plus difficile de convaincre quelqu'un que quelqu'un qui va, paf, dire, voilà, ça c'est comme ça, la réalité elle est comme ça, il y a les gentils, il y a les méchants, et c'est pour ça d'ailleurs que dans les films on le fait, hein, c'est... Ça, je vous invite vraiment, par rapport à la... Moi je trouve, hein, par rapport à la politique, je vous invite vraiment à regarder comment est-ce qu'on construit un film, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on construit des gentils et des méchants dans des histoires, parce que je trouve que l'extrême droite joue beaucoup avec ça, et parfois je vous avoue que même l'extrême gauche joue aussi. Alors je sais pas trop en France, parce qu'en France je suis pas trop les canaux, en Belgique je suis un petit peu de loin, et je vous avoue que justement l'extrême gauche, parfois, je trouve aussi qu'ils font un peu la même chose, et en fait j'aime pas ça, voilà. J'aime pas ça, et c'est un peu un côté qui me dérange à l'extrême gauche, c'est que parfois j'ai l'impression qu'effectivement, voilà, j'ai envie de dire, dans le fond, parfois je me dis, putain, ils ont des bonnes idées, mais ils font de la merde un peu, et ils font un peu... allez, ils jouent un peu comme l'extrême droite jouerait, je vais le dire comme ça, et attention, genre, à prendre avec beaucoup de recul, pas au premier degré. Mais j'ai l'impression que parfois, ouais, ils prennent les mêmes armes un petit peu pour se battre. Et moi, personnellement, je pense que c'est ça qui fait descendre le débat. C'est quand on commence à trop jouer, à entrer dans ce jeu, finalement, qui est de dire qui sont les gentils et les méchants. Ce jeu manichéen, comme on aime le dire avec des mots un peu plus compliqués. Bref, et donc en fait ce grand flou aujourd'hui pour moi c'est le plus gros problème dans notre société, et je pense que la droite s'en rend pas compte. La droite est contente en fait de ce flou qui est autour de la gauche. Il y en a plein à droite qui sont contents de ça, et je pense qu'en fait ils se rendent pas compte à quel point en fait ça détruit aussi la droite, ce flou. Parce qu'en fait les gens ne savent plus du coup qu'est-ce qui est de gauche et qu'est-ce qui est de droite, et donc en fait ils s'intéressent que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, ou à la violence, ou... Enfin voilà, enfin, ou au contraire, en fait, à l'abstentionnisme. C'était ça que je cherchais, l'antagoniste de la violence. Et du coup, en fait, on tombe dans un système où, bah, de plus en plus, il décrépit, quoi. Et donc, pour moi, ce serait vraiment important qu'à un moment donné, on ait une vraie reconstruction des partis de gauche, parce que ça, je pense que ça aidera tout le monde. Ça aidera tout le monde, mais je veux dire, mais tout le monde politique. Mais cette reconstruction n'est possible justement que si la société évolue, et je veux dire, ce flou autour de la gauche n'est pas là pour rien. Je pense que c'est vraiment un écoulement logique, en fait, vis-à-vis de notre système. Bref, c'était très long. J'espère que c'était clair ce que j'ai dit. Parce que parfois, j'ai l'impression de d'être trop flou. Comme la gauche. Hey. Mais bon, bref, voilà. Voilà un petit peu mon avis. J'avais envie d'un petit peu parler de ce flou autour de la gauche. On aura encore l'occasion d'en discuter, puisqu'il y aura la présidentielle française qui va se profiler. Ne vous inquiétez pas. On aura l'occasion d'aller plus en profondeur par rapport à ce que je vous dis là, et d'en débattre à nouveau. Bref. Afghanistan et Vietnam, même défaite, donc cette fameuse vidéo qui a été partagée par l'extrême droite, hein, qui n'a pourtant aucun rapport avec le sujet qu'il traitait, et qui comparait la défaite des Américains en Afghanistan et la défaite des Américains au Vietnam, et qui regardait si c'était finalement la même chose. Et on a Athanase Percevalve, j'avais pas vu Percevalve, c'est marrant, qui nous dit « Maintenant, avec un peu de recul, on voit ce qui s'est passé. Une fausse panique, organisée en abandonnant volontairement beaucoup d'armes aux talibans pour que ceux-ci puissent tenir tête à l'État islamique, et pourquoi pas à la Chine ou la Russie. » Et en fait, là déjà, j'ai envie de vous conseiller une vidéo, qui s'appelle... pas une vidéo, c'est une série qui est sur Netflix qui s'appelle Turning Point, et qui revient vraiment en détail sur le 11 septembre, mais ce qui s'est passé avant en Afghanistan et ce qui se passe après. Et honnêtement, ils sont très critiques, et je trouve que c'est assez juste. Ils sont pas là pour montrer qui sont les gentils, qui sont les méchants. Par exemple, Bush. Ce documentaire est très intéressant parce que, par exemple, Bush, il montre ce qu'il a pu faire de bien, en fait, notamment sur ses réactions
le jour même du 11 septembre qui pouvaient être, mais je veux dire justement, qui pouvaient être bien, des réactions qui pouvaient être rapides, machin, etc. Et d'un autre côté, ils vont montrer aussi George Bush qui veut absolument envahir l'Irak sur des preuves complètement pétées. Et bref, enfin, ils le font, je trouve, sans vraiment non plus de jugement, je vais dire, injuste. J'ai l'impression qu'ils essayent vraiment d'avoir une certaine neutralité et de dire quand les choses ont bien été et quand les choses se sont mal faites. Bref, je vous conseille très fortement cette série, qui est en 5 ou 6 épisodes, je pense. Et qui est vraiment très bien parce que maintenant, moi, je trouve que ça m'a vraiment, avec en plus toutes les actualités que j'ai vues aujourd'hui, tous les articles qu'on a pu lire, même que ce soit ensemble ou en dehors, maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir une vision globale de la situation et donc de mieux comprendre ce qui se passe en Afghanistan. Bref, pourquoi est-ce que j'ai pris ce commentaire? C'est parce que justement, du coup, en voyant ce documentaire, je peux vous dire que la situation est vraiment beaucoup plus complexe et que ce n'est clairement pas sûr que les Américains aient volontairement laissé des armes là-bas. Alors je dis pas que c'est forcément impossible parce que l'Afghanistan, il s'est passé tellement de choses folles. Tellement de choses folles qui étaient secrètes, qui ont été révélées, et puis machin, que ça peut amener à parfois des conclusions, je vais le dire comme ça, mais des conclusions hâtives, ou de ce fait de penser que tout est possible en fait, et que effectivement, enfin je veux dire, allez, ce serait pas non plus totalement fou de se dire que les Américains laissent des armes sur place pour aider les talibans à tenir tête contre d'autres oppresseurs qui viendraient à leur place. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus faire de conclusions trop vite. Parce que sinon, on arrive à justement... on arrive à ce qu'il reproche aux journalistes de l'époque, après le 11 septembre, et notamment quand George Bush voulait envahir l'Irak. Eh bien, on tombe sur des informations juste pour confirmer ce qu'on pense, et donc on tombe dans le biais. Et finalement, on est à côté de la réalité, sauf que le problème, c'est que justement, la réalité, on la connaît souvent beaucoup plus tard. Donc là, le 11 septembre a fêté ses 20 ans hier. Et bon, en fait, aujourd'hui seulement, il y a des choses qui se dévoilent et on sait très bien qu'on n'a pas tout. C'est ça le pire. Quand on voit qu'il y a des documents qui commencent à se déclassifier, c'est clair qu'on ne sait pas tout. Donc, peut-être que c'est possible que ce soit, voilà, qu'ils aient abandonné volontairement du matériel, mais honnêtement, de ce que j'ai pu voir, lire, etc., ça me paraît vraiment très peu probable. Je pense surtout qu'on ne se rend pas compte à quel point, quand on amène pendant 20 ans du matériel dans le pays, forcément, en fait, quand tu dois partir après en une semaine, c'est la galère. C'est la méga galère, tu paniques. En plus, il faut bien avoir conscience qu'il devait passer par le Pakistan pour arriver en Afghanistan. Donc forcément, ils peuvent pas juste virer, je veux dire, même tout sur une côte et puis après tout virer petit à petit. Non, 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 c'est tout ce qu'ils abandonnaient là-bas, c'était terminé. Enfin, ils savaient très bien qu'ils pouvaient plus... Après, justement, c'est ça le truc, c'est qu'ils disent en avoir démilitarisé beaucoup d'armes, de véhicules, etc. Il faut voir à quel point, comment ils les ont démilitarisés. Est-ce que finalement, ils vont pas pouvoir les réparer quand même Bref, beaucoup de questions, mais je ne pense sincèrement pas que les Américains l'ont fait exprès, parce que c'est vrai que peut-être que les talibans pourront résister à d'autres troupes, hein. Mais déjà, c'est vraiment pas sûr, sachant la configuration du terrain et à quel point l'Afghanistan est très facilement conquérable, en fait. Ensuite, parce que ce soit la Chine ou la Russie, l'Amérique, mine de rien, ça a été un gâchis, mais je crois que voilà, ils n'auront pas de remords de revenir si ils font la moindre merde en Iran. Je dis en Iran, mais c'est pas du tout l'Iran, c'est l'Afghanistan, pardon. Et quand même, c'était une putain d'humiliation pour les Américains. Surtout là, voir des mecs, des talibans, se balader avec des voitures américaines, des Humvee, là, etc., des Hummers. Je peux vous dire que là, les Américains, quand même, c'est la méga honte ce qui s'est passé. C'est une débâcle totale, j'ai envie de dire, c'est une défaite sanglante, et ils n'avaient aucun intérêt à laisser les talibans en fait pouvoir montrer que ils avaient bien niqué les Américains.
Donc je pense sincèrement que, a priori, ils l'ont pas fait exprès de laisser du matériel. C'est trop dangereux parce que même, je vous rappelle aussi que les talibans, justement, hein, c'est pour ça qu'ils avaient envahi l'Afghanistan, c'est parce que les talibans sont aussi un danger, parce qu'ils, après, vont peut-être laisser des terroristes venir sur leur terre, et ces terroristes vont peut-être faire à nouveau des plans pour à nouveau attaquer l'Occident. Donc, bon, mine de rien, c'est pas anodin en fait hein, ce qui se passe en Afghanistan. C'est pour ça que tout le monde a les yeux rivés dessus. Et d'ailleurs surveille les talibans, c'est parce qu'ils ont très peur qu'il y ait un espèce d'Al-Qaïda 2 qui se forme et qui va à nouveau recommencer à faire des énormes attentats. Donc non, je pense pas. Franchement, je crois pas trop en cette théorie. Ça reste une théorie, hein, comme plein d'autres. Mais je pense qu'elle elle a très peu de chances d'être vraie. Je pense que la réalité est beaucoup moins, j'ai envie de dire, comment dire, sexy. La réalité est beaucoup moins sexy que ce qu'on s'imagine. Bref, on passe à la vidéo, au commentaire suivant. La justice dénonce la politique. Hein, donc, ce procureur général de Mons qui notamment dénonçait les ingérences politiques. Et nous avons Nicolas qui a très bien fait car il a corrigé une erreur dans la vidéo que j'avais faite, une erreur énormissime d'ailleurs. Attention, l'affaire Chovanec n'est pas l'affaire politique débile que vous inventez. Alors, non, je n'ai pas inventé. Par contre. Mais effectivement, je me suis trompé. Mais le meurtre d'un ressortissant slovaque dans la salle d'emprisonnement de l'aéroport de Charleroi. Législatif et exécutif de branche politique face au judiciaire, nommé par les pairs et avalisé en partie par les politiques. Donc ouais, effectivement, j'ai complètement confondu. J'ai confondu avec une autre affaire. L'affaire qui se trouvait du coup avec un milliardaire russe qui justement avait pu, mais c'était sous des gouvernements précédents, etc. Mais c'est vrai que l'affaire Chovanec n'a rien à voir avec ça, donc toutes mes excuses. En effet, l'affaire Chovanec, c'est un ressortissant slovaque, comme il l'a dit, qui avait été emprisonné à l'aéroport de Charleroi et qui est mort étouffé par les policiers qui voulaient le contrôler alors qu'il avait fait une crise, je sais plus comment on appelait ça, une espèce de crise de panique en fait dans sa cellule. Et alors là du coup il y a les versions qui changent. Il y en a, voilà, ils disent qu'ils se tapaient la tête sur les murs et que du coup ils ont voulu justement éviter qu'il se fasse du mal. Mais apparemment les policiers sont pas formés à maîtriser correctement quelqu'un qui a comme ça des crises. On va dire un peu comme ça, mais des crises de folie. Donc, voilà, c'est par erreur qu'ils l'ont tué. Mais d'un autre côté, je pense hein, que pendant l'affaire Chovanec, il y a eu, si je dis pas de conneries, alors du coup maintenant j'avance à tâtons, je vérifie quand même sur Google. Mais durant l'affaire Chovanec, il me semble qu'il y avait aussi une policière qui avait fait un salut nazi. Voilà, c'est ça, hein, je me disais bien. Je vous mettrai vite fait un article vite fait comme ça. Bref, et du coup, du coup, c'était mal passé. C'était mal passé. La policière a eu des problèmes et puis finalement non, je crois, un truc du style. Enfin bon. Effectivement, je me suis trompé d'affaire. Commentaire suivant. Il menace les scientifiques de décapitation. First, yeah, nous dit Shine Okami. Alors, pour le coup, il est vrai que Twitter est assez hypocrite, je trouve, sur leur politique. Des gens souffrent à cause de petits margoulins, j'aime beaucoup ça, petits margoulins, sur ce réseau social. Moi, j'appelle les petits gourgandins, ça marche aussi. Hein. Pourtant, ils refusent de donner le nom des agresseurs, sûrement pour éviter la vengeance, mais leur donner au moins à la police qui saura quoi faire de tout cela. Quant à l'article, je ne l'ai pas bien compris, ou alors c'est moi qui ai très mal écouté, sûrement ma faute. Je vais revoir la vidéo encore une fois, mais en gros, de ce que je comprends, ce sont des scientifiques qui se font harceler, menacés de mort. Effectivement, c'était bien ça, jusque chez eux. Et le problème aussi, c'est que justement, c'est aussi leur famille, etc., juste parce qu'ils donnent leur avis d'experts. Et ça, c'est triste. Ils poussent une gueulante car rien ne change niveau justice. Bienvenue en France et son administration lente, et surtout une justice sur les réseaux sociaux qui ne sont pas adéquats. Mais c'est sûrement pas trop cela le sujet, je pense. Mais en fait, si,
Effectivement, c'est en partie le sujet, hein. Les scientifiques, en fait, se plaignent aussi de leurs collègues qui... Enfin, de leurs collègues, de certains de leurs collègues qui attisent en fait la haine pour essayer d'être propulsés dans leur carrière ou d'avoir tout à coup de l'attention médiatique. Et en fait, c'est de ça qu'ils se plaignent, c'est qu'en fait, ça fait un gentil contre méchant. On a vu notamment avec Raoult qui se faisait passer pour un résistant presque, hein, le scientifique qui a découvert la vérité alors que tous les autres la cachent. Et regardez à quel point ça va loin, puisque même les politiciens veulent le mettre de côté, bref. Il s'est vraiment fait passer pour une victime, un martyr presque, de la liberté. Et en fait, le problème, c'est que Raoult, maintenant, il s'est fait virer de l'IHU de Marseille. Il est toujours dans son délire sur l'hydroxychloroquine qui serait un traitement efficace, alors que maintenant, il y a plein de papiers qui ont montré que c'était faux. Mais il reste dans ses biais. Il reste, voilà, enfin, au mieux, ce sont des biais. Au pire, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et une envie de manipuler finalement une partie de personnes. Mais en tout cas, c'est clair que du coup, ses collègues en ont un peu marre parce que, en fait, comment dire, il attise la haine en fait sur ses collègues. Parce que quand tu dis, moi je sais, les autres ce sont des gros menteurs, des salauds, des charlatans, etc., que tu commences à dire qu'en fait, tes collègues sont des connards qui, qui cachent la vérité, forcément, il y a des gens qui vont s'énerver et qui vont se dire, mais putain, pourquoi ils disent pas la vérité? Non mais pourquoi ils mentent? Non mais c'est quoi ces gens, tu vois, c'est un peu... Et donc, c'est ça qu'ils ont envie que ça s'arrête, ils ont envie qu'on arrête les personnes, mais qu'on aille en justice contre ces personnes qui justement décrédibilisent leur profession en se faisant passer pour les vrais scientifiques. Et aussi, effectivement, ils aimeraient qu'on retrouve les personnes sur les réseaux sociaux à partir du moment où ça devient grave. Donc, par exemple, menace de mort sur la famille, des choses du style. Et comme tu dis, le problème, c'est que les réseaux sociaux ne donnent pas les éléments à la police, ou alors nous avons des policiers qui ne sont pas assez performants pour pouvoir enquêter, sans compter que la justice est clairement désarmée face à ce flot, en fait, ce flot de personnes toxiques. Alors qu'en réalité, je pense qu'il n'y en a pas 10 000. Hein. Je pense que ce sont des gens qui se font 10 000 comptes. Et qui du coup, on a l'impression qu'il y en a plein. Alors qu'en réalité, je pense qu'on en arrêterait quelques-uns. Ça ferait déjà mieux, plus réfléchir les autres. Parce qu'une menace de mort, c'est quand même grave. C'est pas anodin. Donc, je trouve que c'est important, en fait, de montrer que la justice, elle est là. Mais comme tu le dis, la justice étant sous-financée, le procureur général de Mons le soulignait, la justice étant sous-financée, le nombre d'enquêteurs ne cessant de descendre, et le nombre de juges, etc., j'allais dire de marginaux, mais c'est pas de marginaux. Merde, je n'ai plus le mot en tête. Magistrat, voilà. Magistrat, putain, pourquoi j'avais marginaux? Parce que les magistrats sont marginaux, c'est connu. Mais qu'effectivement, le nombre de magistrats ne cesse de descendre, bref. Donc, en effet, c'est quand même lié tout ça. Et bon, au final, il faudrait qu'un jour on règle tout ça. Parce que on a l'impression que finalement, c'est un peu les mers internationales. Hein. Les réseaux sociaux, c'est l'endroit où tu peux dire ce que tu veux. T'as une chance sur 20 d'avoir des conséquences, quoi. Il faudrait vraiment que t'aies pas de bol et que tu tombes sur la personne qui va porter plainte à la police, qui va te prouver bien que c'est toi et que tu vas faire face à un juge qui va effectivement estimer que c'était trop grave. Or, il faudrait que ce soit un petit peu plus rapide. Parce que pour moi, justement, normalement, le gars... Allez, je comprends, que l'enquête puisse prendre 1 mois, 2 mois, ça je peux comprendre. Mais à un moment donné, il faut que ce soit jugé relativement rapidement. Si ce sont des gens qui veulent juste faire les fiers et juste se faire passer pour plus forts qu'ils ne le sont, il faut leur donner un coup sur les doigts, leur dire regardez, on est la justice, on est là et on a bien vu que c'était vous, donc maintenant stop, ça suffit. Et que ça se reproduise plus, quoi. Or, après, pour le moment, on n'en est pas trop là. Hein. On n'en est pas trop là. Et puis ensuite, je pense, oui, c'est le dernier commentaire, hein, donc sur l'extrême droite qui utilise ma vidéo. Nous avons Filka
qui nous dit, bon, quand tu habites Stalingrad et que tu es un riverain, les raisons du pourquoi du comment, c'est bien pour quelques assis derrière son ordinateur. La famille qui y habite, elle veut juste une solution vite et rapide, car son calvaire, c'est tous les jours, toutes les heures. Et comme en fait, je pense que en effet, il y a quelqu'un, visiblement, un habitant de Stalingrad, un ou une d'ailleurs, habitant de Stalingrad, qui m'a fait remarquer qu'effectivement, ben, je ne connaissais pas et que c'était pas avec une recherche de 30 secondes sur Google que j'allais connaître la situation de Stalingrad. Et après avoir recherché un petit peu plus profondément, en effet, il semble y avoir des problèmes à Stalingrad, notamment des problèmes de drogue liés à la drogue, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui se droguent. Apparemment, une partie sont des migrants. Mais alors quand on parle de drogue, c'est pas qu'ils fument juste des joints, hein, c'est que c'est carrément au crack et autres conneries du genre. Et du coup, ça rend, évidemment, ça augmente l'insécurité parce que, bah, vous savez, même si les drogués, bah, ce sont des victimes aussi de leur drogue, ça ne change pas le fait qu'il y en a qui deviennent violents, il y en a qui deviennent chic et tchac, et donc forcément, ce n'est pas agréable de vivre là-bas. Maintenant, je n'ai pas vu d'agression particulière chez les femmes. J'ai plutôt l'impression que c'est général, c'est vraiment une insécurité générale. Que ce soit, j'avais vu quelqu'un avec son enfant qui s'était fait agresser, mais je crois que c'était un vieil homme avec son enfant, je pense, qui s'était fait agresser par des drogués. Mais enfin, voilà, donc c'est pas que les femmes, hein, il faut pas croire, et c'est pas juste une question de ah, ils sont migrants. Le problème n'est pas qu'ils sont migrants. Le problème est beaucoup plus général. Puisqu'en fait, là, on intègre carrément le fait que ce sont des personnes qui normalement devraient être accueillies quelque part, en fait, en attente de traitement de leur dossier, mais il n'y a pas de place, donc du coup, ils sont dehors. C'est hyper dur, leurs conditions de vie. Du coup, ils tombent dans la drogue, et en tombant dans la drogue, du coup, enfin voilà, ils se retrouvent ensemble comme des cons. Enfin, je veux dire, c'est bien plus tragique que ce qu'on pense. Mais effectivement, évidemment, je comprends totalement que quand on habite Stalingrad, on est en mode. En fait, je comprends qu'on soit sur l'émotion et qu'on soit en mode, mais putain, mais moi je veux pas des gens comme ça en bas de chez moi. Je veux pouvoir me promener librement, sans être inquiet, sans me dire, putain, mais si je sors de chez moi, là, il y a 4 drogués. Ouais, mais enfin. Moi, je comprends totalement ça parce que bah, on a tous vécu des moments où on devait sortir quelque part ou quoi et on voit des gens un peu chelous, on est là, putain, quoi. C'est pas agréable. Même si, enfin, que tu risques quelque chose ou pas, hein, je veux dire, dans tous les cas, c'est pas agréable. Donc, je comprends totalement que cette personne soit énervée et demande que des choses se passent et n'ait pas forcément le recul aussi pour trouver des bonnes solutions, d'accord? Et qu'elles sont en mode, ben on les vire et c'est bon, quoi. Ça, je peux comprendre, un habitant. Mais je pense que, et c'est ce que je disais à Filka, hein, je le précise quand même, il y a eu cette réponse parce que on a pu échanger et tomber justement sur un accord. C'est que justement, je pense que autant c'est vrai pour les personnes qui sont impliquées de près ou parfois de loin même, mais trop impliquées quand même dans l'affaire. Je peux comprendre qu'il y ait le côté émotionnel qui puisse prendre le dessus et qu'elle puisse parler justement un peu parfois durement, comme ça. Mais d'un autre côté, justement, je crois que c'est aux gens extérieurs, du coup, de prendre du recul pour ces personnes. Parce que c'est pas en virant, parce que justement, c'est parce qu'on les a virés d'un quartier qu'ils sont allés à un autre quartier et qu'ils sont maintenant à Stalingrad, de ce que j'ai compris. Hein. Puisqu'avant ça, ils étaient dans un parc. Puis on a dit, bon ben putain, il faut les virer du parc, et maintenant ils sont à Stalingrad. Et quand on va les virer de Stalingrad, ils vont aller autre part. J'ai vu quelques solutions qui étaient proposées, notamment des salles de shoot, comme on peut faire hein, pour en fait désintoxiquer les personnes qui le désirent. Ou alors, j'ai vu aussi que la droite proposait carrément de toutes les mettre à l'hôpital. Mais en fait, je pense que ça c'est, par exemple, voilà, ça c'est bien pour des solutions, on va dire, à court terme. Mais en fait, c'est à nous, personnes extérieures, de voir le problème plus largement. Pourquoi ces personnes se retrouvent là? Pourquoi ces personnes tombent dans la drogue, en fait? Est-ce que c'est par facilité? Est-ce que, là, pour le coup, par exemple, on parle de migrants voilà, est-ce qu'on ne devrait pas améliorer la condition de vie des migrants qui arrivent pour éviter qu'ils tombent dans la drogue, finalement? Parce que il faut pas oublier aussi que la drogue, c'est quelque chose, c'est vite une addiction. Et puis ensuite, il faut savoir se la procurer quelque part. Donc il faut aussi comprendre, par exemple, les mécanismes de comment est-ce que ces gens tombent dans la drogue alors qu'a priori, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Est-ce que du coup, ils vont voler
pour pouvoir payer leur drogue, ou alors est-ce qu'ils font du travail au noir pour pouvoir payer leur drogue. Enfin voilà, et en fait, je pense que justement, autant les habitants sur place, on doit être compatissant et on doit comprendre, et quand il y en a un qui dit mais qu'on les vire tous du pays, on peut, entre guillemets, dire bon ok, cette personne, elle est face à une réalité, et on peut pas se mettre à sa place, et donc on peut comprendre qu'elle ait des mots durs parce qu'elle est en colère, mais je pense que c'est à nous de nous poser justement les questions, nous qui ne sommes pas habitants là-bas, nous qui sommes extérieurs à tout ça. En fait, c'est à nous alors du coup de se dire mais putain, comment est-ce qu'à long terme on peut faire que ça n'arrive plus, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire pour que toutes ces personnes ne se fassent pas juste jarter d'un endroit à un autre, mais qu'on règle le problème vraiment en profondeur, et qu'il n'y ait même plus ça dans le quartier là, mais plus même en France. Un peu. Voilà. Et ça, je pense que c'est notre rôle, et c'est un peu aussi le rôle, je pense, de cette chaîne, et des discussions qu'on a dessus, et des débats. C'est vraiment de permettre d'arriver à ce résultat. Bref, eh bien, c'était le dernier commentaire, comme je l'ai dit. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. J'en oublie mes phrases, je suis désolé, fatigué aujourd'hui. À partager la vidéo, à vous abonner, à la liker, et évidemment à donner votre opinion en commentaire. Ce sera avec plaisir que je le lirai. Sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. La bise.